Salut à tous. Pro Cycling Manager 2025 est sorti depuis environ une semaine là au moment où je parle. J'avais eu la chance d'en avoir une clé un petit peu avant et les nouveautés sont alléchantes. On parle de graphisme amélioré bien sûr, système de sponsoring revu et amélioré, IA plus intelligente, on peut personnaliser les conditions de jeu. Et ça, c'est quand même assez sympathique. On va le voir dans quelques minutes. Et puis, on peut également avoir aussi d'autres améliorations que vous apercevez là, que ce soit une interface plus accessible ou quelques aspects aussi plus réalistes. Je vous avais déjà montré quelques images de PCM 25 à la fin de ma dernière vidéo avec la lampe Abarth sur PCM 24. Et ce qui est clair, c'est que déjà, par rapport au graphisme amélioré, oui, je peux confirmer que c'est vraiment beaucoup plus joli. De toute façon, chacun le voit, hein. Par contre, c'est plus exigeant pour la machine, à tel point que je risque de devoir changer ma bécane sur ce coup-là, parce que le jeu m'a déjà planté quelques fois et il est assez exigeant. Et il fait souffrir mon ordi. Bon, ça, on s'en fout. Euh, Ensuite, que dire par rapport au gameplay de ce que j'ai pu jouer jusque-là. J'ai remarqué quand même des constantes avec ce qu'on connaissait en mode de difficulté extrême. On a effectivement l'attaque de plus loin de certains favoris. Après, quand on a une équipe un petit peu forte, on doit quand même arriver à contrôler tout ça, hein. Et Pogacar va pas partir non plus à 80 km de l'arrivée. Je pense que ça va être compliqué et nous faire la totale comme on a l'habitude de le voir. Voilà, donc je vous avais joué juste une course, c'était les Strade Bianche avec cette équipe de Mapei revisitée à la sauce 2025 et en quelque sorte une draft en équipe personnalisée. Puis voilà, on voit par exemple ici une nouvelle cinématique qui est très agréable. La cinématique de podium, elle a été revue. Au passage, je suis content qu'ils aient laissé deux hôtesses et qu'ils ne nous aient pas fait comme le Tour de France avec un homme, une femme. Et voilà, donc c'était en tout cas une belle prise en main pour moi. Je m'en fous du résultat, je parle de la qualité du jeu, il est beau et on n'est pas déphasé. Alors ensuite, il s'agit de vous proposer quelque chose. Donc en mode carrière, moi c'est toujours en mode carrière hein, que je joue. Il va de soi que on peut, si on veut, personnaliser la base de données. Moi j'ai téléchargé la WorldDB. Donc ici vous pouvez switcher. Voilà, donc l'interface est un petit peu plus sympathique par rapport à ce qu'on connaissait avant, mais ça reste tout de même le même principe. En début de partie, comme ça, une fois que vous avez choisi votre base de données, vous allez pouvoir tout de suite configurer un tas de réglages, dont notamment en premier lieu le mode de difficulté. Donc j'ai laissé extrême, comme d'habitude. Et puis après, voilà, il y a quelques petits aspects qui sont assez intéressants. Alors l'amplitude de forme du jour, on avait l'habitude. La fréquence des chutes, on avait l'habitude. La fréquence des crevaisons aussi. En revanche, ce qui était moins ou pas présent, c'était de paramétrer le niveau de récupération des coureurs, c'est la fraîcheur, l'impact des caractéristiques de terrain, que ce soit sur classique ou sur tour, et l'impact également de l'endurance et de la résistance, donc l'impact des notes physiques, là aussi sur les classiques ou sur les courses par étapes. Donc vous voyez, j'essaye de choisir un réglage que je qualifierais de suffisamment ambitieux pour pouvoir observer des différences avec le passé. Voilà, je me mets aux environs des trois quarts de la barre. Et puis ensuite, on commence à prendre en main. J'ai pas mal réfléchi, il faut faire les choses dans l'ordre. Et notamment, ce qui a été difficile pour moi, ça a été de choisir une équipe. Il y a plein de raisons, je vais essayer de les développer ici sans m'étendre trop, mais tout de même. Alors, UAE, on oublie, pour des raisons quasi idéologiques. C'est personnel.
Lidl Trek, j'ai déjà proposé. Ça me plairait, mais peut-être sont-ils un petit peu trop forts. Soudal Quickstep, c'est un petit peu la même chose que Lidl Trek. J'aime, mais bon. Visma, là aussi, c'est limite idéologique. Je préfère pas. Alpecin de Koenig est trop monodimensionnel. Ineos Grenadier m'a beaucoup tenté. Ineos Grenadier est une équipe avec laquelle je n'ai jamais joué. Je ne vous ai jamais rien proposé avec. Bon, Red Bull Bora aussi m'a fait beaucoup hésiter. La Bahreïn, là aussi, allez, je balaye. Les États qui financent, c'est pas pour moi. Groupama, j'ai déjà proposé. IF1 m'a beaucoup tenté. La Jayco Alula ne me paraît pas être une équipe avec laquelle je vais m'amuser. La Movistar est une idée tout à fait intéressante. Intermarché Wanty me paraît être un mauvais champ de jeu pour moi, je vais m'en lasser. Decathlon, Picnic, Arkea et Cofidis, bah, c'est un petit peu la même chose. J'ai vraiment peur de m'ennuyer. Donc, si j'ai pas envie de relancer le jeu, ça sert à rien en fait de choisir une équipe et de s'investir sur un début de partie avec de la planification. En revanche, Astana évidemment me plaît toujours, sauf que je vous en ai déjà proposé, donc on arrête. Voilà, on va pas refaire tout le temps la même histoire. Donc, à partir de là, j'ai été voir aussi du côté de la Conti Pro. Conti Pro sur laquelle il y a pas mal de choses qui peuvent être très intéressantes. Je vais vous dire ce qui m'a branché. Donc, Israël Cycling, j'ai envie de dire No Way. Toujours pour les mêmes raisons. Les États qui font de la pub, moi, ça me gonfle. Uno X, très intéressante. Et puis sinon, une équipe aussi qui me plaît. Il y en a deux en fait. Je mets de côté la loto, hein, de cœur évidemment, mais loto j'ai déjà proposé, j'ai pas eu le courage de continuer, j'ai pas eu l'envie, donc ça sert à rien de recommencer. Non, il y a Tudor et Q36.5. Ça, c'est deux équipes de Continental Pro qui peuvent vraiment me motiver, ces deux-là. Le seul bémol va être le côté, je dirais, euh, comment dire, réaliste, où il va falloir accepter que nos résultats seront probablement exagérément bons par rapport à ce que les équipes en question ont dans la réalité. Voilà. Alors qu'avec d'autres, je suis à peu près certain d'être mauvais suffisamment. Donc voilà. Ceci étant dit, donc la Tudor, hein, voilà, je m'y suis vraiment attaché. Sincèrement, de vous à moi, il n'est pas dit que je démarre pas une autre partie avec la Tudor. Et puis on verra un petit peu qui de Tudor ou celle que je vais choisir dans un instant remporte la bataille. Voilà. Donc, très très intéressante. Bon, beaucoup moins peuplée de bons coureurs que d'autres. Elle est beaucoup moins homogène, cette équipe-là, autour de Marc Hirschi, entre autres. Puis il y a aussi les dernières années d'Alaphilippe, hein. C'est quand même assez intéressant. En Conti, je dis pas non, hein, mais pas pour le moment. Voilà. Et donc je reviens sur le World Tour. La Boransgreux, c'était vraiment dans ma shortlist parce que moi, Roglic, c'est toujours sympa à jouer. Puis il y a une palanquée de très bons coureurs avec Lipovitz, avec Jane Lee, avec Pellizzari. Donc il y a vraiment du monde. C'est très très intéressant et surtout, ça peut être très fort sur les grands tours ou sur les courses par étapes. Donc ça, c'était peut-être la raison qui a fait que je ne l'ai pas prise, c'est que je la trouve limite un peu trop forte. J'aimerais jouer avec une équipe un peu moins forte que ceux-là. Comme par exemple la IF Education Easy Post. Donc là, la tête d'affiche, c'est Richard Carapace. Ben Illy est un candidat sérieux à tout ce qui ressemble à du terrain de puncher. Nelson Paules peut même aller chercher des choses sur les classiques euh, flandriennes. Voilà, donc il y a une base intéressante. Le doublon avec Casper Asgreen que je vous ai proposé l'an dernier m'a un petit peu chiffonné, je vous l'avoue. Hein, ça a été peut-être le petit point sur lequel, bah écoutez, j'ai finalement pas choisi cette équipe-là, mais j'étais à deux doigts de prendre IF Education Easy Post parce que je trouve ça amusant de prendre cette équipe. Je ne l'ai jamais proposée et je suis allé du coup sur une autre bah, que j'ai déjà prise
une fois, mais ça fait longtemps. Il y a prescription, dirons-nous. Ce n'est pas Ineos et ces excellents coureurs. Donc pas IF. Donc voilà, bah, il n'y a plus beaucoup de suspense, hein. Voilà, je vous avais donné ma shortlist. Donc voilà les raisons. Tout ce qui précède, ce sont les raisons qui m'ont mené à prendre la Movistar. Movistar, c'est une équipe qui est suffisamment faible pour gagner peu souvent, en tout cas en World Tour. C'est une équipe assez tournée vers les courses par étapes. Comme ça, je vous montre autre chose que des classiques, qui sont peut-être plus le terrain de jeu, mon terrain de jeu favori. Et peut y avoir comme ça des projets de renforcement de l'équipe à l'aide du recrutement. Il peut y avoir voilà, vraiment une personnalisation de l'effectif si on joue plusieurs saisons. Et ce serait mon vœu en fait, d'arriver à jouer plusieurs saisons et non pas une saison et demie dans le meilleur des cas comme depuis 3-4 ans. Donc voilà, donc arriver à trouver de la motivation, et pour avoir de la motivation pour continuer vraiment, il faut d'une part que ça aille quand même assez vite les saisons, et d'autre part le faire avec une équipe qui m'inspire, parce que sinon j'avancerai pas et j'aurai 1000 choses à faire autres que jouer à Pro Cycling Manager. Allez, c'est parti. La Movistar a donc remporté la mise. Et alors, pour la petite histoire, le matin même, l'après-midi même du moment où j'avais choisi la Movistar, Ivan Romeo a remporté une étape du Dauphiné. Donc c'était plutôt rigolo, le clin d'œil. J'ai pris ça comme un signe. Je me suis dit, ce sera la Movistar. Donc on l'aperçoit un petit peu plus bas, le jeune espagnol. Donc tête d'affiche, Enric Mas. Voilà, ça fait pas rêver, mais comme ça au moins on aura de la difficulté. Attention, il y a aussi Rubio qui peut être très intéressant. Gaviria en fin de carrière. Qu'est-ce qu'on pourra dire? Que Ivan Garcia Cortina garde toujours une place dans mon cœur par rapport à des choses que je lui ai déjà fait faire sur PCM dans d'autres années. Après, je craque un peu pour Javier Romo, l'ancien triathlète. J'aime beaucoup ce coureur. Il y a quelque chose qui me plaît beaucoup chez lui. Voilà, il y a un certain nombre de raisons qui font que. Et j'ai commencé par aller m'occuper des objectifs sponsors, parce qu'en fait, c'est vraiment la base de tout. Alors là, c'est assez compliqué parce que j'ai pas le droit de dépasser les 10 points. Et j'ai pas le droit de dépasser les 10 points. Et il faut que j'occupe chaque zone du calendrier. Donc zone 1, 2, 3 et 4. Et j'ai beaucoup hésité. Au début, je voulais mettre les 3 grands tours en fait comme objectif. D'ailleurs, c'est pas très lucratif en termes de de reconnaissance de la part du sponsor. On n'est pas vraiment payé pour des objectifs qui sont relativement ambitieux quand même. Un top 3 sur le Giro ou un top 5 sur le Tour de France, c'est pas ridicule non plus avec cette équipe. Donc non, ça n'est évalué qu'à 4 en difficulté d'objectif. Très bien, parfait. Et donc ça m'a obligé à réfléchir parce que vous voyez au niveau de la répartition des zones sur le calendrier, je suis pas bon à ce moment-là. Et il faut absolument repenser les choses. Euh, donc avec la contrainte également de 10 points en tout, sachant qu'un grand tour vaut 3 points et une épreuve par étape en vaut 2. Une classique en vaut 1. Donc finalement, vos 10 points, vous avez vite éclaté. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai refait un peu de vide et je me suis attaché à faire des choix. C'est dommage, la Ruta del Sol, ça aurait été sympa comme premier objectif très très tôt dans la saison, mais ça va pas être possible. Voilà. Donc j'ai conservé. Comment peut-on faire autrement que conserver les épreuves qui sont en Espagne, hein. À mon avis, c'est quand même dommage de ne pas le faire. J'ai également pris le Tour de France, parce que ça me paraît être l'endroit où on peut avoir une vitrine pour un sponsor comme celui-là. Et donc, vous voyez, Tour de Catalogne, Tour du Pays Basque, Tour de France. Et pour finir, ce ne sera pas la Classica San Sebastian qu'on va retenir, ce sera quand même la Vuelta. Donc voilà les 4 objectifs sur lesquels je vais m'attacher de
de vous raconter cette saison 2025 avec la Movistar. Ça va induire un truc, c'est que je vais aller beaucoup plus vite que d'habitude entre ces objectifs-là. Donc on va essayer, je l'annonce, faire plusieurs saisons, c'est-à-dire, moi j'aimerais bien en faire au moins 3, saisons, mais avec un rythme d'avancement du calendrier dans le jeu qui soit beaucoup plus rapide que celui que j'ai déjà proposé par le passé. Donc je vais essayer de changer un petit peu mes habitudes. Voilà, c'est difficile de changer ses habitudes, mais je pense que ça peut être pas mal de le faire. Vous voyez la question du sponsoring, ça fait partie des annonces de changement de ce jeu. Il y a un onglet là un petit peu plus haut, là on voit qu'on est sous contrat jusqu'en 2029. Il y a un onglet prospection qui permettra peut-être un petit peu plus tard d'avoir des contacts avec, que sais-je, peut-être des sponsors bis. En tout cas, c'est ce que laisse penser l'écran de projection. Vous voyez, pour 2026, peut-être qu'il y a 2 emplacements libres pour des co-sponsors. On va voir ce que ça donne. Je jouerai le jeu à fond. Je crois avoir lu dans un document fourni par le jeu, je ne sais plus sous quelle forme, que si on a du co-sponsoring, bah alors le sponsor principal donne un peu moins d'argent, ce qui paraît tout à fait légitime, puisqu'il n'est plus tout à fait seul sur le maillot. Enfin voilà. Donc ça c'est une piste qu'on va pouvoir creuser à l'aide même de cette équipe-là. Bon, un gros chantier nous attend quand on commence une carrière sur Pro Cycling Manager. Vous en avez l'habitude si vous regardez mes vidéos depuis un certain nombre d'années. Il va falloir commencer par... Moi, je commence toujours par tout nettoyer. Et une fois que j'ai tout nettoyé, eh bien, je reconstruis mes objectifs en essayant d'étudier un petit peu les profils qui vont être compatibles pour ensuite aligner des équipes compétitives pour remplir mes objectifs. Objectif numéro 1 de l'année, je dirais, hein, Tour de France. Donc là, il faudra s'organiser autour, on n'a pas le choix. L'année suivante, peut-être qu'on aura un autre leader, mais pour cette année, il n'y a pas le choix. Le leader ne doit être que Enric Mas, je pense, à moins qu'il y ait quelque chose, une circonstance de course qui fasse que Einer Rubio peut-être, mais ça me paraît hautement improbable. Donc il va falloir jouer autour d'Enric Mas. J'ai choisi Rubio, Castrillo, Romo, également Ivan Romeo, bien évidemment, j'ai envie de dire. Mühlberger sera de la partie. Garcia Cortina sera également là. Et bon bah ma petite je dirais voilà, sucrerie, c'est le petit Orluis. Voilà. Auler Orluis. Donc là, ça peut être intéressant. Moi, je trouve qu'il a des notes qui sont tout à fait sympas. Après, forcément, le Giro, je pense que je vous le montrerai pas. On emmène Gaviria, on emmène Nairo Quintana, le vétéran. On emmène Cepeda, Davide Formolo, Tesfazion, Will Barta, Ruben Guerrero. Bon, Pelayo Sanchez. Donc, je pense que c'est une zone du calendrier sur laquelle il va falloir que j'avance. Et donc, à part peut-être une ou 2 étapes, mais on jouera pas. On jouera pas ce truc-là si on veut avancer, parce que sinon je vais m'engluer et on arrivera au Tour de France qui sera déjà, on sera déjà en septembre 2025, quoi. Donc j'ai pas envie de ça en fait. Ensuite, pour les classiques, parce que c'est bien gentil, mais on a un objectif fondamental qui est Tour de Catalogne et Tour du Pays Basque. C'est quand même l'objectif fondamental de première partie de saison. Tour de France, deuxième partie de saison, pour moi en tout cas, et Vuelta, dernière partie de saison. Donc si sur le Tour de Catalogne et sur le Tour du Pays Basque, on définit une équipe autour d'Enric Mas, ce qui paraît quand même là encore légitime, même si quelqu'un d'autre peut peut-être s'illustrer, hein, sur le Tour du Pays Basque en particulier, qui des fois répond plus à des caractéristiques de vallon, hein, pour certains coureurs.
On verra, on peut avoir une surprise, n'empêche que on veut un top 3 et j'ai organisé l'équipe dans cet esprit-là. Ben donc pendant ce temps-là, il faut qu'il y ait une équipe autour d'Ivan Garcia Cortina pour aller jouer tout ce qui peut être course, on va dire, flandrienne au sens large. Donc ça va pour moi de la classique Bruges-La Panne jusqu'à Paris-Roubaix. Et on va essayer comme ça d'exister sur cet endroit-là du calendrier. Ce sera très très difficile. Euh, tant mieux. Tant mieux. À mon avis, on sera fanny, on prendra que dalle en termes de victoire. On prendra rien du tout sur cette zone-là du calendrier, mais c'est pas grave. Ça fait partie du truc. Puis après, il y a d'autres coureurs qui pourraient, eux, se voir attribuer un objectif eh bien, un petit peu plus tôt dans la saison, que ce soit sur les Strade Bianche. Bon, Milan-San Remo, j'y crois pas des masses, mais c'est dommage parce que ce serait l'occasion de tester l'impact des caractéristiques de terrain, donc chose dont je parlais en tout début de vidéo, une des nouveautés du jeu. Est-ce que le Poggio va être sélectif avec les réglages que j'ai mis ou est-ce que ce sera encore pas suffisant? Donc bah, c'est une chose qu'on verra autour de Davide Formolo, de Cepedo, de Pelayo Sanchez, etc. Vous les voyez à l'écran. Tout en sachant que eux, si je leur mets un pic à cet endroit-là, ils auront largement le temps de récupérer pour le Tour d'Italie, qui est leur, leur objectif de milieu de saison. Voilà. Donc, voilà l'organisation. Dans les grandes lignes, c'est ça. Après, j'ai fait quelques retouches pour satisfaire quelques coureurs en particulier, mais rien de bien particulier à vous signaler. De toute façon, il y a plein d'ajustements. Une fois qu'on a fait ça, il y a beaucoup d'ajustements à faire. Moi, j'aime bien réordonner mes coureurs par, on va dire, par groupe de coureurs partageant les mêmes objectifs. Hein, je les réorganise et comme ça me permet, au tout début de la planification, de me faire des petits copier-coller de lignes. Vous savez, il y a un petit cliquer, appuyer, tirer qui est faisable. Et puis après, vous pouvez, hop là, voilà, comme je suis en train de le faire ici avec Henrik Mas, à qui on copie tout ce qui suit, permet d'aller un petit peu plus vite. Voilà, ça, c'est l'équipe de classique qui est en train de se faire attribuer ses courses. Et puis après, ben donc, forcément, on a le Giro qu'il faut répartir à tous ceux qu'on a sélectionnés pour cela en termes d'objectifs de saison. Donc voilà, on va tous leur donner le Tour d'Italie. Et puis ensuite, évidemment, le Tour de France, j'en parlais, pour Enric Mas, pour Rubio, etc., etc. En espérant que on soit pas plein de regrets après. Bon, j'ai un peu étudié les notes, j'ai un peu étudié les caractéristiques. Ça me paraît pouvoir être intéressant comme ça. Mais sûrement qu'on aurait pu faire d'autres choix, hein, bien évidemment. Hein. Je ne me suis pas basé sur la réalité. J'ai pas cherché à coller à une quelconque réalité en faisant mes effectifs pour le Giro, pour le Tour de France. Voilà, je l'ai fait comme ça, au vu des notes donc de la World DB, hein, avec laquelle j'ai commencé cette partie. Ensuite, quelques dizaines et dizaines de minutes plus tard, on a complété tout ça. Donc vous verrez que quand même l'entrée en matière au Tour de Valence et à la Ruta del Sol pourra quand même être vue, à mon avis, je vais la proposer. Mais sinon, le reste va être passé. Et puis peut-être l'Estrade Bianche, histoire de pouvoir en prendre plein les yeux. Et après, cap sur les classiques et le Tour de Catalogne, hein, très clairement. Hein. Je suis même pas sûr qu'on s'attarde énormément sur Paris-Nice et sur Tirreno, pour une fois. Comme ça change. Hein, que je propose pas toujours les mêmes choses. Voilà, donc vous avez ici un aperçu de la manière dont j'ai manqué de respect aux Ardennaises, entre guillemets, puisque j'y envoie une équipe, sauf à Liège, mais sinon j'envoie une équipe bien plus faible. Et puis ensuite, voilà, objectif Tour de France avec 14 coureurs, dont seulement 8 iront sur le Tour de France. Autre point super important à traiter maintenant, pourcentage de préparation en début de saison, l'entraînement.
les infrastructures. Alors c'est très important, mine de rien, de savoir à combien on cale le début de saison en termes de pourcentage de forme. Vous savez, c'est aléatoire, il y a une marge de 10 points. Après, moi j'ai tendance à me baser sur du normal, et sauf exception, je reste là-dessus, surtout quand on a par exemple un objectif lointain, relativement lointain, en tout cas comme le Tour de Catalogne. Ça va varier entre moyen et élevé. Et voilà, j'ai tendance à me caler sur ces choses-là. Évidemment, si je voulais absolument gagner d'un under, à ce moment-là, il faudrait mettre très élevé, hein, mais comme on n'en a rien à faire, voilà. Ensuite, l'entraînement. L'entraînement, c'est toujours la même chose au début d'une carrière. Il faut absolument respecter le style des coureurs. Sans cela, ils vont s'entraîner finalement avec un mauvais moral. Souvent, on n'a pas assez de staff. Donc, moi, je suis obligé d'aller en recruter ici un premier. Je recrute espagnol. J'en recrute un premier. Et puis, on va le caler, quoi, en fait. Un style moderne. J'ai tendance à estimer que, grosso modo, ça se joue à l'âge. Les très jeunes aiment un entraînement à la pointe. Et les très vieux aiment un entraînement traditionnel, et la tranche intermédiaire au niveau de l'âge aime moderne. Attention, ça c'est en général. Puis après, il y en a qui sont mécontents et qui commencent à mal s'entraîner. Bref, c'est pas une zone très très facile à maîtriser, pour être très franc. Mais bon, grosso modo, voilà, je vous ai rappelé comment je faisais. C'est pas parole d'évangile, loin de là. C'est juste ma petite manière à moi de faire ma cuisine. Et surtout, on ne dépasse pas les 8 coureurs par entraîneur. Voilà, ça c'est super important. Sinon, on perd en efficacité. Vous voyez, il y en a plein, on ne connaît pas leur style. À mon avis, mec de 20 ans, c'est à la pointe. Hein. Bref. Ok. Ensuite, pour le staff, mine de rien, je suis allé chercher quelques médecins. Parce que quand on a 3 courses en même temps, ce qui arrivera, quand on aura le Tour d'Algarve en même temps que le Tour d'Andalousie et le Tour des Émirats Arabes Unis, il faut avoir 3 médecins, et de préférence de bonne qualité. Les scouts, en fait, on a ici l'honneur d'avoir Igor Astarloa et Alejandro Valverde, pour ne citer que. On a de très très bons scouts, et je vais évidemment tout miser sur l'Espagne en 1, l'Amérique du Sud en 2, l'Italie et la Colombie en 3, voilà, à peu près, Portugal aussi. Et après se pose la question des investissements au niveau des infrastructures. Alors moi, au niveau des maths, j'ai cru comprendre que normalement, 500 000 x 12, ça fait à peu près 6 millions. Or, il me reste 6 millions. Donc, ça veut dire que tout ce que je vais dépenser maintenant, et je vais lâcher des ronds, il va falloir le regagner sous forme de prime de course. Donc, ça va être du boulot, parce que arriver à choper 1,2 million sur une saison, ça va demander de s'appliquer. Ça, c'est un truc différent par rapport à l'an dernier. C'est beaucoup plus cher. Les investissements sont beaucoup plus chers. Par exemple, les roues, là, je me souviens, les pneumatiques top rendement, c'était 2000. Donc forcément, on pouvait le donner à tout le monde, c'était pas cher. Et là, il faut choisir. Donc je choisis Garcia Cortina, Ener Rubio, Enric Mas, et quand même, le petit Ivan Romeo. Comment ça, j'ai un chouchou? Oui, bien sûr. Donc voilà, pour des pneumatiques meilleurs que pour les autres, ça va créer de la jalousie dans l'équipe. Tiens, si on était à Football Manager, il y aurait mauvaise ambiance parce que tu m'achètes pas les bons pneus. Ça reste encore à inventer, j'imagine. Et puis alors pour Mas, je vais claquer tous mes ronds. Hein, je vais lui acheter le vélo CLM d'entraînement, le guidon sur mesure, la combinaison CLM aéro. On va lâcher des ronds. Et là, et le travail en soufflerie, on investit sur Enric Mas. Je ne sais pas si j'ai bien fait, mais en tout cas, il a intérêt à nous renvoyer des bons résultats, Enric Mas. Sinon, je peux vous dire qu'il va me le payer très très cher.
367 000 euros, rien que pour cette petite Pécadille. Vous comprenez que j'ai pas forcément l'argent pour le donner à tout le monde, étant donné en plus que le versement du sponsor était annuel et non pas mensuel. Donc, voilà. A priori, hein, en tout cas. On passe au dernier point. Qu'est-ce qu'on va jouer? Comment va s'organiser cette carrière? Et donc, en particulier, cette première saison. Alors, de manière très simple, j'en ai déjà dit 2-3 mots juste avant. Je vais cibler particulièrement le Tour de Valence. Je vais... Voilà, en plus, il y a un contre-la-montre par équipe, c'est toujours très très intéressant à jouer. Il y a aussi du terrain qui peut permettre à certains de nos meilleurs coureurs de s'illustrer. Ensuite, le Tour d'Andalousie, bien évidemment. Donc ça aussi, pour moi, c'est une course qui mérite vraiment d'être jouée. Et puis après, on avancera joyeusement jusqu'au classique, en fait. Hein. Bon, on va pas négliger Strade Bianche et on verra quel type d'image on retire de Tirreno et Paris-Nice, mais ce ne sera pas quelque chose que je vais beaucoup développer. Tour de Catalogne, par contre, sera vraiment très très important pour nous en vertu des objectifs d'équipe. Ensuite, par rapport à la suite de la partie et aux possibilités de recrutement ou d'amélioration de l'équipe, ce qui revient au même, on peut constater que pour 2026, les meilleurs grimpeurs disponibles sont par exemple Carapaz, Maïka. C'est pas non plus ce qui va faire complètement basculer, je dirais, l'équilibre du cyclisme mondial, quoi. Pour ce qui est du terrain vallonné, c'est un peu la même. À la limite, si on voulait vraiment recruter un très bon spécialiste de contre-la-montre pour en avoir un deuxième après Roméo qui va sûrement se développer, oui, on pourrait avoir Stefan Kung. On pourrait aussi choisir d'aller développer notre équipe du côté des Flandriennes avec Kung aussi, avec Stuyven. Bon, il y a moyen de faire des choses. On a aussi moyen, si on a complètement envie maintenant d'avoir un très bon sprinter, d'aller chercher certains. Je suis pas certain que ce soit vraiment la philosophie de l'équipe, mais bon, en tout cas, c'est complètement faisable. Puis après, si je zoome un peu sur les caractéristiques physiques qui sont si importantes, là on retombe encore sur les mêmes noms, Kung, Stuyven, Matthews, Kwiatkowski, Benoît, voilà. Il y a un panel de coureurs qui est relativement réduit et on va plus espérer avoir un jeune qu'on repère grâce au scouting que réellement une star qui va nous rejoindre et qui va nous permettre de gagner le Tour de France, même déjà dès 2026 ou enfin 27. Voilà, donc c'est pas une approche trop classique, ce que je vais vous proposer, parce qu'on va peut-être essayer d'être sur un développement un petit peu plus long par rapport à d'habitude. Voilà. On est donc le 1er janvier, j'ai fait encore quelques ajustements, bien évidemment. On nous signale que si on remplit un minimum de points d'objectif qui est de 70, on aura une augmentation de budget. Ça m'intéresse, on va voir. Puis après, j'ai quand même joué quelques courses que je vais vous proposer pour finir cette vidéo. Alors, sur le Tour Down Under, donc j'ai été un petit peu à l'essentiel. Quand une étape est une étape comme ça dévolue aux sprinters, eh bien, pas de suspense, on va directement dans les derniers kilomètres. Il y a Philipsen qui est là, il y a Matthew Brennan, Caden Groves, Arvin De Klein, entre autres. Allez, c'est parti. Emballage final ici sur cette étape 1. Donc c'est vrai que le jeu est beau. On a presque oublié déjà le graphisme de PCM 24 et avant. Ici, c'est le Belge Milan Fretin qui va s'imposer sur cette première étape. Moi, j'ai emmené une équipe qui n'est pas du tout concernée par les sprints. J'aurai l'occasion, avec Fernando Gaviria, sur quelques courses qu'on a essayé de cibler, de vous montrer du sprint. Mais là, c'est pas du tout le projet en ce tout début de saison. Du tout. Mon équipe était essentiellement une équipe de punchers. C'est l'équipe que je considère comme étant ma 3e équipe. Elle est partiellement peuplée de gens qui iront sur le Giro, en grande partie en tout cas. Et les forces principales de cette équipe-là sont peut-être le Portugais Guerreiro, ou bien Davide Formolo,
Pelayo Sanchez, Cepeda et pourquoi pas un petit coup de Tesfatsion, on ne sait jamais. Donc voilà, hein, c'est une équipe volontairement bien affaiblie, entre guillemets. Hein. Je ne vais pas aligner tous ceux auxquels je prévois de gros objectifs sur le Tour d'un under. Hein. Et on a mieux à faire, on a de l'équilibre à trouver en termes de fatigue et de préparation. Donc, pas de précipitation, il faut jouer la patience. Ici, c'est le coureur du AE, Molano, qui va s'imposer. Très bien. Donc, deuxième étape, je dirais, voilà, pas grand-chose à signaler. J'ai la toute petite impression que la vitesse du jeu aurait été comme légèrement accélérée. Mais peut-être est-ce moi qui me trompe complètement. Voilà, je ne sais pas si d'autres ont eu parmi vous cette impression-là. En tout cas, on aborde ici l'étape 3 et elle est plus intéressante, je dirais, parce qu'il y a un final comme ça un petit peu difficile avec une difficulté, puis quelques petites bosses et une descente. Donc là, c'est là qu'on va commencer à voir une première fois si l'IA a été améliorée sur ces fins d'étape vallonnées. J'ai donc essayé de travailler comme d'habitude, en se relayant, en formant ensuite une espèce de petit train, et voyons un petit peu ce que ça peut donner. Alors, Pelayo Sanchez est au travail avec Guerrero et Tesfatsion ici, donc on a privilégié l'effort curseur, puis après on va surtout pas vider la barre de Pelayo Sanchez, hein. On veut conserver nos chances, parce que comme je suis sur des formes du jour totalement aléatoires, avec personne qui est sous pic de forme, on peut avoir du -3 comme on peut avoir du +3. Hein. Bah tiens, +3 aujourd'hui, c'est Davide Formolo. Et puis par contre, on a voilà, des -2, des -1 par moment. Donc ici, on a plutôt hérité de quelque chose de favorable. C'est peut-être le jour ou jamais pour faire plaisir à Davide Formolo. En tout cas, je vais essayer de jouer pour lui. Et voyez, on va l'emmener comme ça avec quelques punchers. On a le polyvalent Barta, très précieux coureur à mon avis, ce Will Barta, dans cette équipe-là. Et puis, bah écoutez, je suis un peu désolé, mais en même temps, c'est comme ça. Je voulais tester, j'ai ma réponse. On va malheureusement occuper les 5 premières places de cette étape-là, avec Formolo, Cepeda, Sanchez, Guerrero et Barta. Bon, ça veut dire donc que sur ces types de fin d'étape et en ce début de saison, hein, je veux pas tirer de conclusion hâtive. C'est pas bien de faire ça. Il faut attendre. Il faut regarder aussi des moments du calendrier qui sont un petit peu plus visés par les équipes gérées par l'IA, parce qu'ici, après tout, il n'y a pas de top coureur présent. Ouais, c'est un peu normal hein, sur Down Under, mais donc on va dire qu'en l'absence de Cador et en côtoyant des équipes comme Visma ou UAE, mais qui ne sont pas du tout formées comme elles le seront à d'autres moments dans la saison, ben on s'est baladé et on gagne de manière indécente et scandaleuse. Mais pour autant, pas de conclusion hâtive, c'est sur d'autres épreuves hein, qu'on pourra faire notre jugement, à mon avis. Donc voilà, troisième sprint de ce Tour Down Under. Celui-là est pour Philipsen, quand même. Il s'agirait de scorer pour Jasper Philipsen. On sait à quel point il est un des tout meilleurs lorsqu'il est dédié à du sprint. J'aime bien l'approche d'ailleurs de ce coureur qui déclarait avant les classiques au moment de ce printemps 2025 qu'il se transformait en coureur de classique et non plus en sprinter à partir du moment où la saison démarre des classiques, environ 2 mois. Puis après, hop, il rebascule en mode sprint. Hein, on va avoir droit à ça très très prochainement, on le sait tous. Donc voilà, rendez-vous maintenant totalement obligatoire, c'est Willonga Hill. C'est le juge de paix du Tour Down Under, de manière assez traditionnelle. Thibaut Nice, Mark Hirschi ou Michael Matthews à domicile sont parmi les noms, je dirais, cités comme favoris.
Après, ben, nous, on va essayer de travailler exactement de la même manière hein, que précédemment. C'est-à-dire qu'on va adopter la tactique du petit train pour une arrivée comme ça en côte. Puis on va juste réfléchir à qui est-ce qu'on protège. Alors, tout en sachant que Formolo est le mieux placé au classement général, mais que Cepeda n'est pas si loin non plus. Donc voilà, ici, on bascule pour la dernière ascension du jour. Il y en aura eu 2 au total vers le sommet de Willonga Hill. C'est assez court, hein, il faut pas, on n'est pas sur l'Alpe d'Huez. Hein. Donc ça dure pas longtemps, c'est pas des pourcentages immenses. C'est vraiment bien pour des punchers. Il faut pas hésiter à envoyer un effort très très intense. Moi je choisis le curseur, mais après d'autres peuvent faire autrement. Et puis après, n'hésitons pas à sprinter aussi dès que possible. Regardez, ça va se passer d'une manière, encore une fois, relativement humiliante pour l'IA. Donc, vous l'avez vu, hein, c'est réalisé sans trucage. Je fais pas pause. Hein. Je fais pas pause et c'est bien du mode extrême. Et on a essayé de bien régler nos paramètres de début de partie pour que l'impact du terrain, que ce soit sur les courses par équipe ou sur les classiques, soit quand même presque au maximum, pardon. Donc voilà, premier constat. Donc là encore, je ne tirerai pas plus de conclusions que en face, ils n'étaient pas prêts. Et puis quelque part, l'agressivité dont on a fait preuve là en effort curseur les a surpris. Et après, historiquement, Pro Cycling Manager a du mal à gérer au niveau de l'IA, a du mal à gérer la résistance face aux joueurs humains quand il commence à jouer de cette façon-là sur ce type de fin d'étape. Donc là encore, allez, je ne me prononce pas. On va évidemment remporter hein, ce tour d'un under. Alors après, je l'ai joué un peu parce que j'ai besoin d'argent, quand même le dire. Avec toutes les dépenses qu'on a faites, on a un vrai besoin de victoire et de primes de course. Néanmoins, voilà, pour moi ça compte pas. Hein. C'est vraiment sur les objectifs qu'on s'est définis qu'on évaluera la réussite ou pas de cette première saison. Donc j'espère pouvoir enchaîner. Normalement ça va être le cas. Et regardez, ça c'est l'arrivée de l'étape 6 pour laquelle, encore une fois, un sprint va avoir lieu. C'est Arvind de Klein qui va s'imposer ici. Il faut dire que le travail d'équipe du côté de Tudor a été excellent et il retire bien les marrons du feu. Il y a l'air d'y avoir un léger écart quand on aperçoit comme ça les derniers hectomètres de cette course. Ça remettra pas en question le classement général. Hein. C'est Cepeda qui va s'imposer et on aura donc eu finalement 4 sprinteurs différents pour 4 étapes au sprint. Donc assez partagé sur ce plan-là. Et bon après, de manière relativement choquante, on va prendre les 4 premières places du général. Bon, ok, très bien. Allez, Jefferson Cepeda sera donc le premier vainqueur de course à étapes dans cette partie pour la Movistar. Le même jour, j'ai connu une petite déconvenue très intéressante. Classica Comunitat Valencia Na. J'étais vraiment content qu'il se passe parce que comme ça me maintient bien en haleine. Je vais vous montrer. On est favori. On a entre guillemets une grosse équipe puisque sur ce type de terrain-là, Henrik Mas, avec les soutiens de Romo ou de Mühlberger, mais pour moi, surtout les soutiens de Castrillo et Rubio. Heiner Rubio est vraiment un client là-dessus. Dans le final, je vais évidemment... On a travaillé tout du long, hein, je tiens à le préciser, parce que j'avais pas envie d'une échappée qui prend trop d'avance. On a travaillé tout du long, c'est pour ça que certains équipiers comme Pescador ou Mühlberger, et maintenant Ivan Romeo, sont complètement lâchés. Et ici, vous voyez, je vais manquer de vigilance sur ce départ de Marc Soler et de Paul Sexas. Et on se dit que ça va, hein, il y a moyen de les reprendre, hein, il n'y a pas de problème. Je vais jamais les reprendre. Voilà. Donc une victoire qui nous était promise va nous échapper. Donc moi c'est toujours intéressant, hein, j'aime bien vivre ce genre de déconvenue, surtout sur une course
pas si importante que ça, il faut quand même l'admettre, en début de saison. Pourquoi? Parce que ça me motive à continuer, puis ça me motive aussi à essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Ici, ce qui aura manqué, entre autres, c'est soit une attaque de masse pour suivre les deux hommes, les deux fuyards, donc ça c'était plus dans la montée, soit carrément jouer de l'attaque en descente, avec le meilleur descendeur des trois, c'est Rubio au niveau des notes, pour pouvoir revenir sur les deux hommes, et après tu prends 2 roues avec 2 coureurs, et tu attends juste qu'ils lancent le sprint, et à ce moment-là, c'est quasiment dans la poche. Donc voilà, hein, erreur tactique, et puis bon bah ça fait plaisir aussi de se faire un peu botter les fesses de temps en temps. Donc on a voilà, dit quelques mots de ces toutes premières courses du mois de janvier. Je vous proposerai évidemment Tour de Valence, puis Tour d'Andalousie, la Ruta del Sol à l'épisode prochain. Et je vais tirer quelques tout premiers bilans, modestement, hein, parce qu'on n'a pas tout vu. Alors oui, les graphismes sont très jolis, ça fait vraiment plaisir. Par contre, c'est vraiment gourmand. Si je devais mettre un tout petit bémol, je suis en train de changer mon unité centrale, pour vous le dire, et ça va me coûter cher. Ensuite, qu'on va découvrir au fil du temps, mais à mon avis pas avec Movistar, d'où l'intérêt d'une deuxième carrière, tout ce qui est système de sponsor élargi. Après, pour ce qui est de l'intelligence, de l'IA, bon, ben, on va attendre les gros moments phares, hein, de la saison, et puis je vous concède bien volontiers, vous l'avez deviné dans ma voix, que j'ai pas tellement envie de revivre ce type de scénario, là, où on arrive les 5 premiers, comme à l'étape 3 de ce Down Under, donc il faut plus que ça arrive, ça, hein, vraiment. Pour les personnalisations de configuration d'une partie à l'autre, très bien, bravo, c'est génial. Pouvoir en plus moduler l'impact de telle ou telle note au final, hein, sur telle ou telle course, très bien, bravo. Et puis après, pour le reste, moi j'attends d'avoir un peu plus joué, pour avoir pu expérimenter notamment la promotion-relégation, pour le renommage des sauvegardes, ça m'a joué un petit tour et maintenant j'ai trouvé la solution, mais au départ, ça secoue, demandez-moi dans les commentaires si vous galérez. Voilà, il faut utiliser le même préfixe en fait, c'est ça l'astuce totale. Si tu utilises le même préfixe, ça fonctionne, mais je pourrais le développer s'il y a besoin. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bon cyclisme à tous.